RCF. Imaginez un espace où vous puissiez rejouer, devant un groupe bienveillant, des moments marquants de votre histoire en présence d'un thérapeute compétent qui guide votre exploration, une sorte de jeu de rôle mêlant à la fois théâtre et psychanalyse. Ce dispositif porte un nom, le psychodrame. Fondé par le psychiatre Jacob Lévy-Moreno au début du XXe siècle, le psychodrame est une méthode thérapeutique qui a révolutionné la psychiatrie. Il est enseigné et pratiqué dans le monde entier, et pour mieux comprendre en quoi consiste cette approche originale, je reçois cette semaine Carolina Becerril-Maïfer, auteure du livre Le psychodrame paru aux éditions Erol. Bonjour à vous. Bonjour. Vous êtes franco-mexicaine, psychologue, psychanalyste et psychodramatiste. Le thème de psychodrame, ici en France, il est souvent caricatural. On parle d'une situation compliquée, inextricable, que c'est un psychodrame. Qu'est-ce qu'il y a derrière le mot psychodrame dans ce qu'on appelle la psychologie ? Tout d'abord, peut-être pour être un peu plus clair et définir le mot, je vais vous parler de l'étymologie grecque. Psychodrame est divisé en deux mots, donc psyché qui veut dire âme et drame, action. Donc le psychodrame travaille avec l'âme en action. C'est pour ça qu'on fait des mises en scène et c'est pour ça qu'on va vers la sensibilité de l'être humain. C'est ce qu'il y a des plus vivants dans l'être humain, l'âme. C'est-à-dire que en nous, il y a la vie psychique avec notre histoire, nos parcours, tout ce que nous pouvons ressentir. Et ça va être une sorte de mise en scène, de dramatisation de cette vie psychique pour la comprendre ? Oui, c'est une mise à jour. Mais souvent, dans différentes thérapies, on dit c'est pas nécessaire d'aller vers les passés. Mais vous savez, le passé, on l'a enregistré. Tout est dans notre mémoire. On a dans le cerveau l'ordinateur le plus magnifique et merveilleux. Tout est là. Parfois, il faut qu'on aille au passé pour revenir au présent et pour construire le futur. Donc, un psychodrame, on travaille avec les trois temps. Le passé, on travaille au présent et on prépare le futur. Et alors, comment ça se passe ? Parce qu'on connaît le dispositif classique d'un psy avec un patient. Le patient parle, le psy l'écoute, il y a un travail de remémoration. Comment ça se passe là pour le psychodrame ? C'est très intéressant votre question parce que la différence, un psychanalyste ou un thérapeute des méthodes verbales va dire « racontez-moi ». Un psychodrame, on dit « montrez-moi ». C'est-à-dire « je vais voir avec vous qu'est-ce qui s'est passé ». Par exemple, quelqu'un qui souffre d'anorexie et qui va me dire à chaque fois je sens une espèce de brûlure dans le ventre, des choses qui partent, qui lancent du feu. Je vais lui dire est-ce que tu sais où ça se trouve exactement ? Montre-moi où ça se trouve. Donc elle va me montrer une partie de son corps et j'ai dit ferme tes yeux et essaye de retrouver le moment où tu as pu ressentir ça pour la première fois. Donc, évidemment, on laisse un temps d'abord d'être présent face à moi et de venir vers soi-même à l'intérieur. Donc, chercher dans son âme cette authenticité d'un moment vécu. Et elle va, par exemple, me dire « Ah oui, c'est vrai, à 9 ans. À 9 ans, j'ai ressenti pour la première fois, ma mère m'a demandé quelque chose, je l'ai pas fait au moment. Elle m'a crié, elle m'a tapé. » Voilà, c'est là. Et donc, à ces moments-là, on va recréer cette situation. On va faire une mise en scène. Je joue le rôle de sa mère ou elle le joue parce qu'on peut travailler aussi un duo, pas seulement un groupe. Oui, donc le psychodrame, on peut être avec le thérapeute et soi-même. Ouais. Et vous remettez en scène ou alors en plus grand groupe. Ou un grand groupe de 5-6 personnes, ou même on travaille un sociodrame, c'est des groupes de 30-40 personnes. Donc l'objectif, c'est de remettre en scène quelque chose de traumatisant, mais ça peut être quelque chose de joyeux aussi. Absolument. Pour faire émerger une réalité qui nous avait échappé. Oui, et un souvenir qu'au moment où on était en train de vivre la situation, le conflit,
on n'a pas tout à disposition, mais les souvenirs est là. Et puisque vous dites on peut aussi jouer, ça peut être joyeux, vous savez que dans l'épitaphe de Moreno, il a demandé à sa femme Cerca Moreno, qui vit toujours, elle a 96 ans, il a demandé à Cerca d'écrire « Je veux qu'on se souvienne de moi comme de celui qui a amené le rire à la psychiatrie ». Donc un psychodrame, on va travailler évidemment avec les parties conflictuelles, traumatiques, mais on va aussi s'amuser, on va aussi trouver les bons côtés de la vie, des souvenirs, enfin, alors c'est très diversifié. Vous avez parlé de Moreno, c'est donc l'inventeur du psychodrame, et lui en fait il a regardé dans l'Antiquité le théâtre grec, ça l'a inspiré en tant que médecin de l'âme pour faire évoluer la psy telle qu'elle était pratiquée depuis Freud? Oui, c'est-à-dire que pour travailler sur scène, on n'est pas un acteur, on fait pas des répétitions, on ne doit pas jouer un personnage fictice, on joue sa propre vie. Et c'est ça la valeur que Moreno a apportée au monde de la thérapie. Si l'on voit bien un film, une pièce de théâtre, ça éveille toujours des émotions. Je me souviens le film de Disney, Le Roi Lion, même à nous, les adultes, nous a fait pleurer. Une pièce de théâtre, récemment, j'ai vu le ballet Prêche-Locache, et à un moment donné, dans l'une des scènes, les femmes fumaient d'un narguilé. Dans le public, les gens se sont mis à tousser. Quand la scène était loin. Donc, il y a une réaction du spectateur, du public, à ce qui se passe sur scène. Ça, c'est ce que Moreno a pu prendre du théâtre, c'est ce qu'on fait, nous. Donc, quand on travaille en groupe, les autres vont être aussi là-dedans. Ils vont être aussi émus. Ils vont être touchés. Et à la fin du travail en scène, on s'est réunis avec le groupe. Et c'est là qu'il devient, c'est ce qu'on appelle aussi une thérapie de groupe. C'est-à-dire, tout le monde va partager ce qu'il a vu, ce qu'il a vécu, ce qu'il a ressenti. Repère RCF. Nous parlons du psychodrame cette semaine. C'est original comme approche pour soigner ses blessures, travailler sur soi. Nous en parlons avec Carolina Besril-Maillefer qui écrit le psychodrame paru chez Erol, qui a travaillé donc beaucoup sur ce sujet et qui essaye de mieux faire connaître en France cette pratique très répandue dans d'autres pays en Europe, beaucoup en Amérique latine aussi. Revenons avec vous sur ce qu'est le psychodrame avec un exemple qui pourrait illustrer comment le groupe participe aussi à ce travail d'élaboration de la vie psychique qu'on n'avait pas forcément découvert et qu'on va découvrir. Il faut oser se dévoiler devant les autres quand même. Oui. Puisque vous me demandez d'une situation, un groupe, je vais vous raconter, j'ai fait un jour un atelier que j'ai appelé la construction du corps. Et donc, dans l'échauffement, d'abord le premier, il faut que le groupe se retrouve un petit peu, ils se racontent une petite histoire, ils inventent un personnage, enfin après je dis bon, changer des personnes, raconter autre chose, voilà. Donc le groupe commence à échanger, à se connaître un tout petit peu. Après je vais plus spécifique au thème que je vais travailler, donc puisque c'était la construction du corps, à ce moment-là j'avais amené des bouts des jambes, des bras, des têtes, des seins, des pieds, et donc les gens se sont mis à faire comme des patchwork, de collage, des pièces de journaux, des magazines que j'avais découpés. Donc des bouts de journaux. Donc oui, donc chaque personne construisait un corps.
Et par la suite, donc chaque personne, une fois qu'il a terminé ce corps-là, leur corps, chaque corps et sa construction, tous les corps ont été mis au milieu et le groupe a choisi un corps qu'il voulait travailler. Donc cette personne qui a construit ce corps est devenue protagoniste. Donc protagoniste, c'est la personne qui va jouer sa scène. Et elle commence et elle me raconte qu'elle a eu un cancer du sein. Elle a été opérée, etc. Donc, je vais, par l'interview, lui demander comment ça s'est passé, il y a combien d'années. Devant le groupe. Devant le groupe, il y a une douzaine de personnes. Donc, j'ai dit, tu vas choisir quelqu'un qui pourrait jouer. Quelle partie tu veux de ton corps qui c'est non mon sein, d'accord. Donc elle va choisir quelqu'un qui joue ça, quelqu'un qui joue j'étais très en conflit avec ma mère parce que elle avait eu un cancer aussi, elle m'avait jamais prévenu. Choisis ta mère aussi. Donc finalement on va construire face au groupe avec les différentes personnes dont elle a besoin pour reconstruire une scène, disons, originale, de l'origine, de la racine. Et de la racine qui l'a fait souffrir, vous voulez dire ? Voilà. Par exemple, cette scène avec une mère qui l'a pas compris, qui l'a pas accompagné, et donc je vais lui proposer de faire des dialogues avec son sein, le sein qui est bien, le sein qui a été enlevé, la prothèse. Tout ça devant le groupe qui ne participe qu'en tant que spectateur, observateur, si l'on peut dire. Et le travail va se terminer, donc il va pouvoir pleurer, il va pouvoir exprimer des choses qu'elle n'a pas exprimées au moment où elle était dans ce conflit, où elle était dans le bloc opératoire. Par la suite, son corps de femme qui s'est transformé. Et au moment du retour au groupe, qu'on appelle aussi sharing, donc la protagoniste revient au groupe et elle va partager avec les personnes d'abord qui ont joué le rôle des ego-auxiliaires, on appelle celle qui a joué sa mère, le chirurgien, le bon sein, le mauvais sein, etc. Et la chose la plus extraordinaire, c'est que celle qui a joué le rôle du sein a dit « moi aussi j'ai été opérée du sein ». Et justement, du même côté qu'elle le tient. Celle qui a joué le rôle de sa mère va lui dire « moi aussi, je suis très en conflit avec ma mère, elle est décédée d'un cancer ». Donc, c'est à ces moments-là qu'on voit aussi le pouvoir de l'inconscient et des co-inconscients. Il y a une communication qui s'est créée dans le groupe qui va permettre à la protagoniste de pouvoir recréer ce qu'elle a vécu et de donner une nouvelle histoire à ce passé qui a été traumatique. Mais Carolina Becerril-Mayfer, quelle est la différence entre ce processus en groupe où, à partir d'un traumatisme, là vous avez pris l'exemple du cancer du sein, d'un conflit peut-être personnel, familial, quelle est la différence entre ce récit-là fait en groupe et le récit qu'on peut faire chez un psy, tranquillement assis dans son fauteuil et raconter ce qui nous a traumatisés? En quoi le groupe et le psychodrame va aider à aller mieux? C'est-à-dire, vous utilisez le mot exact. On est assis tranquillement en train de raconter. Quand on travaille un psychodrame, on n'est pas tranquille. C'est l'âme, justement, qui va venir mettre à jour ce que la personne a vécu. Donc, elle va pleurer, elle va parler avec le sein, le bon, le mauvais. Elle va lui dire, mais pourquoi tu t'es pas manifesté avant? C'est-à-dire, elle va pouvoir exprimer en action sa colère, sa déception, sa frustration. En même temps, c'est complètement dépaysant comme expérience parce que vous nous avez pris l'exemple d'une femme qui doit s'adresser à son sein. Ouais. Voilà, ça paraît complètement incroyable. Oui. Et justement, parfois, lorsqu'on termine un psychodrame, les gens peuvent dire « mais c'est magique ». On garde cette impression. Je pourrais vous donner plein d'exemples ou un duo, parce que j'ai travaillé aussi avec un seul patient, une seule personne. À un moment donné, c'est une personne qui n'ose plus sortir, qui a honte, etc. Donc,
Elle a un certain âge, elle n'a pas de couple, elle voudrait être mère, elle n'a pas d'enfant, elle se sent absolument seule. Et j'ai dit, bon, dites-moi, où habitez-vous? Qu'est-ce que vous faites? Alors elle me dit, bon, quand j'arrive de mon boulot, je m'assois devant le canapé, dans le canapé, devant la télé et allez hop. 3-4 heures de télé, les week-ends pareil. Je dis, racontez-moi comment est votre chambre, montrez-moi. Donc elle va me montrer le canapé, le lit et tout d'un coup elle me dit, et voilà la fenêtre. D'accord. Alors je lui dis, prenez la place de la fenêtre. Donc vous demandez à cette personne de prendre la fenêtre. Oui, de prendre la place de la fenêtre. Imaginairement, bien sûr. Exactement. Et on travaille dans les surplus des réalités. C'est-à-dire on va construire une autre réalité comme les enfants quand ils jouent. Et quand ils jouent, ils deviennent le policier, le voleur, et ils vont passer de la réalité au surplus de la réalité. Donc, elle prend la place de la fenêtre, et je vais commencer à interviewer la fenêtre. Je lui dis, vous voyez cette femme qui s'est plainte? Ah oui, oui, oui. Et vous savez pourquoi? Ah oui, elle a honte. Ah, d'accord, c'est pour ça qu'elle veut plus sortir. Ah oui, parce que, vous savez, elle a fait des choses dont elle veut pas en parler. Oui, mais là, celle qui fait la fenêtre, c'est elle-même. C'est la patiente. Hein. Ouais, c'est la patiente elle-même, mais elle a changé des registres. C'est-à-dire, elle devient, avec sa propre histoire, se regarder d'un autre lieu. Mais c'est elle-même qui se regarde. Elle fait un déplacement, elle se décale. Elle se décale. Moi, cette technique, je l'appelle le témoin silencieux. Je peux utiliser une télé, un tableau, un objet quelconque qui va parler. Mais pourquoi? Parce que on a tout ça à l'intérieur de nous. Mais alors, pour reprendre votre exemple là, cette femme à qui vous proposez de devenir la fenêtre pour qu'elle voit dans quel état elle est quand elle est sur son canapé. Exactement. Qu'est-ce qui se passe après? Elle va revenir à sa place par la suite et je vais lui dire, et alors? Oui, effectivement, j'ai honte. Parce que, et à ce moment-là, elle commence à me raconter qu'est-ce qu'elle a fait il y a 5 ans, il y a 6 ans. Mais elle n'aurait pas pu vous le dire directement qu'elle avait honte. Non, pas du tout. Il faut vraiment qu'elle se détache de la réalité, donc de cet être tranquille en train de raconter quelque chose pour venir le montrer. Et finalement, c'est la même personne, mais il y a comme, un décalage. On change des places. Je vous dis, c'est exactement comme les enfants. Les enfants jouent aux policiers et tout d'un coup, maman dit, allez, les enfants, venez dîner. Donc, le policier, on les laisse pour un moment, on va dîner, on va manger, et on peut revenir au policier. Et on va vivre vraiment le policier. Donc, un psychodrame morénien, il faut vraiment avoir la possibilité de recréer exactement comme les enfants font leur jeu, avec la même passion et la même confiance qu'on est en train de faire quelque chose. Repère, Béatrice Soltner. Nous parlons du psychodrame avec vous, Carolina Becerril-Maillefer. On a bien compris que le psychodrame, ça engage toute la personne, son imaginaire aussi. Et puis, il faut savoir sortir de soi, parce que là, les exemples que vous avez pris, que ce soit avec le grand groupe ou en duo avec un psy, imaginer, accepter de jouer un rôle, il faut être assez extraverti pour ce genre de thérapie, non? Non, c'est-à-dire qu'on prépare les conditions pour ça. Si on est un groupe et donc dans un atelier, comme je vous dis, où je travaille tout sur la mer ou l'amour ou migration aussi, j'ai fait des ateliers sur la migration, on prépare le groupe pour l'action. Ce groupe va se mettre à l'action et il va y avoir le protagoniste, on va jouer une scène, le groupe va participer. C'est toute une méthodologie, le psychodrame morénien. C'est très sérieux comme travail. Très structuré. Et très structuré. Et donc, l'échauffement, par la suite, la scène, il va y avoir une catharsis. Donc, vraiment une possibilité de sortir à l'extérieur ce qu'il y a à l'intérieur. Par la suite, il y aura un insight dramatique. C'est-à-dire, il va y avoir une prise de conscience à partir de l'action qui vient de se mener.
Et à la fin, il y a une catharsis d'intégration, c'est-à-dire le mouvement qui a été la colère, la tristesse, tout ce qui est la ressorti. haine, voilà. Il va y avoir donc le insight dramatique qui c'est je savais pas que j'étais aussi en colère, ou je n'avais jamais pleuré autant pour ce sein que j'ai perdu, tout ce que cela représente pour moi comme femme, ou je n'avais jamais vécu cette honte, mais maintenant je me rends compte que vraiment j'ai honte par ce passé que j'ai fait. Et donc le insight dramatique et la catharsis d'intégration va nous faire revenir au présent et pouvoir élaborer déjà avec des mots Par la parole. tout ce qui s'est passé. Et ça, c'est, comme j'ai dit dans mon livre, c'est un paquet bien ficelé. Alors, il y a beaucoup de techniques que vous utilisez. Par exemple, il y a celle de la chaise vide. Il y a un exemple frappant, c'est une femme qui a une succession d'échecs amoureux. Ouais. Les hommes, ça ne marche jamais. Et vous utilisez cette technique. Exactement. Donc, je lui dis, venez, vous vous rappelez des 3 hommes qui ont été les plus importants dans votre vie? Oui. Quels sont leurs prénoms? Bon, allez, venez. Donc, j'ai mis les 3 chaises. J'ai des chaises qui se plient et se déplient très facilement à mon cabinet. Donc, elle va prendre la place, j'invente, des Paul. Et je vais dire alors, bonjour Paul, ça va? Oui. Quel âge vous avez? Qu'est-ce que vous faites maintenant? Donc, elle va dire des choses si elle sait. Et donc, dites-moi quelque chose sur Marie. Ah, vous savez, je l'aimais beaucoup, mais elle était assez indifférente vis-à-vis de moi. Ah bon? Pourquoi elle était indifférente? Je sais pas, à chaque fois que je lui disais « je t'aime », elle me disait « oui, oui, tu dis que tu m'aimes, mais tu ne m'éprouves rien. Comment je sais que tu m'aimes ?» Voilà, donc ça y est, il m'a donné des éléments à partir de Paul. Après, il va prendre la place de Thierry, et à Thierry, je vais lui dire Thierry, vous savez, juste en face de vous, Marie, voulez-vous me la décrire un peu? Vous savez, c'est quelqu'un d'assez froid, et j'ai jamais pu l'approcher vraiment. Pourtant, c'est une femme intéressante, mais j'ai l'impression qu'elle se donne une espèce de personnage froid. Voilà, donc chacun d'eux va me donner des éléments, mais c'est elle-même qui va me donner un reflet de comment elle a été avec chacun de ces hommes. Et c'est elle qui, par la suite, quand elle va reprendre la place donc de sa chaise, patiente sur le canapé, parce qu'elle va quitter chaque chaise. Et donc, elle va découvrir là, mais c'est elle qui a parlé, et qu'elle se connaît très bien à travers ces hommes-là. Ouais. Elle va découvrir que son problème vis-à-vis des hommes. Ouais, exactement. Et moi, je n'ai rien fait. Je n'ai fait que l'accompagner et lui donner la possibilité de s'exprimer par l'action. Est-ce que cette technique du psychodrame, c'est pour tous les âges ? Oui, je dirais que à partir de l'âge de 7, 8, 9 ans, on peut travailler avec les enfants. Avec les adolescents, c'est formidable aussi parce qu'ils ont envie de jouer. Et avec les adultes aussi, on a la possibilité puisque il faut décompresser. Au contraire, je pense que nous, en tant qu'adultes, on demande des espaces où on peut décompresser. Vous savez que le stress peut provoquer des migraines, des maladies du cœur, des maladies de la peau. Et donc, si on réussit à décompresser et à faire jouer des situations qui ont provoqué du stress, on va, dans les lâcher-prise, aider cette personne à vivre autrement les situations qui les stressent. Et c'est pour ça qu'on peut intervenir aussi en entreprise, on peut intervenir chez les vieillards, par exemple. Dans une famille ? Dans une famille, oui, dans les couples aussi. On a plein de techniques dans les familles, par exemple, en essayant de travailler sur la transmission. Moi, je travaille beaucoup sur les effets de la transmission dans les relations familiales. Voilà, c'est le psychodrame morinien, c'est très diversifié et très riche en possibilités d'application. Voilà.
Je sais pas. Bon, pour ceux qui veulent en savoir plus sur le psychodrame, c'est vrai que c'est assez étonnant, hein. Vous nous avez décrit ça, mais c'est un peu inconnu pour nous ici en France encore. Malheureusement. C'est le titre de votre livre, Le psychodrame de Carolina Becerril-Maillefer. Il est paru chez Erol. Merci à Pierre-Henri Paget pour sa collaboration technique.